Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré au pouvoir de la bénévolence. Les marques peuvent-elles changer le monde? Alors notre premier invité est Patrick Mercier. Avec Patrick Tudoret, nous l'avons invité parce qu'il vient de publier ce livre, The Power of Benevolence, comment les marques peuvent changer le monde. Et Patrick Mercier, vous avez été dirigé à la direction de 3 grands groupes de communication avant de créer votre agence Change, qui est une agence de communication. Mais surtout, vous avez écrit un certain nombre de livres. D'abord, Do More with Less, ce qui veut dire faites plus avec moins, aux éditions LPM. Puis La stratégie du courage, aux éditions Erol. Et donc ce livre, The Power of Benevolence, je dois dire que j'ai compris en lisant ce livre en quoi la bénévolence et les marques étaient liées. Pour moi, ce n'était pas évident au départ. Mais vous expliquez comment la capacité des marques à être utiles et responsable dans le quotidien des gens, c'est ça qui, au fond, est votre objectif principal. Oui, ce qui est le plus important, en fait, c'est la notion de quotidienneté, puisque la notion de responsabilité et d'utilité, on la voit ici ou là. Je crois que là où la bénévolence prend son sens, c'est quand elle devient concrète dans le quotidien des gens, c'est-à-dire lorsqu'elle est palpable dans le quotidien des gens. Et c'est d'ailleurs ce qu'attendent aujourd'hui les gens, c'est-à-dire qu'il y ait une notion d'action concrète et de quotidienneté dans ce que peuvent émettre ou fabriquer les marques. Alors justement, peut-être que nos téléspectateurs doivent froncer le sourcil en se disant bénévolence. Donc, qu'est-ce? Donc, si je puis me permettre, en revenant à l'étymologie, donc, en gros, la différence entre la bienveillance et la bénévolence, c'est, en gros, ça veut dire la même chose, exactement, hein, sur le plan de l'étymologie, sauf que bienveillance est perçue complètement différemment, avec veillance qui paradoxalement, veut dire veillance, donc voulance. Ce sont donc les deux mots identiques, sauf que la bienveillance, me semble-t-il, et c'est ce que vous dites, a aujourd'hui pris un coup dans l'aile, pour parler de manière amusée. C'est un concept qui aujourd'hui a été à peu près vidé de son sens. Or, la bénévolence, elle est très vieille, ça n'est pas un néologisme. La bénévolence, eh bien, vous la reportez sur les fonds baptismaux, et pour l'adapter justement à ce monde des marques, qui est complexe et assez fascinant par ailleurs. Absolument. En fait, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que le mot bienveillance, en 2018... C'est un expert, il a écrit un livre sur la bénévolence. Je n'ai pas oublié, mais donc c'est lui l'expert de la bénévolence. Moi, je suis bien après. Mais en fait, le mot bienveillance... Vous le citez dans votre livre. Absolument, c'était le minimum. Mais c'est vrai que le mot bienveillance, en 2018, a été le mot le plus utilisé en France, ce qui fait qu'il a un peu perdu de son sens. Alors, pour faire un parallèle avec quelques années en arrière, et pour faire référence à un des grands monsieur de la communication, qui est donc Jean-Marie Dru, il y a un peu la même logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le mot disruption a été inventé, c'était ni plus ni moins que dire le mot rupture. Mais en effet de perception et en effet d'intérêt, quand on passe de rupture à disruption, il y a un effet de surprise. Et de façon très modeste, en passant de bienveillance à bénévolence, on peut supposer que ça crée une forme de curiosité et du coup, de remettre en fait en scène l'intérêt sur le fond de la notion de bienveillance. Patrick Mercier, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans les entreprises, vont au fond tiquer dès le départ en disant « mais qu'est-ce qu'il nous raconte, la bénévolence des entreprises? Les entreprises sont là pour faire du profit, elles ne sont pas là pour faire de la bénévolence. Est-ce qu'on veut cacher le souci de profit des entreprises en disant « mais regardez, nous servons la société ». Alors, c'est un gros sujet en fait, qui est intégré dans le livre. En fait, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense qu'on peut avoir des entreprises qui réalisent des profits. Ce qu'amène la bénévolence, c'est de ne pas le faire de n'importe quelle façon ou de façon un peu désorganisée. Donc en fait, il faut au contraire additionner ces deux notions, faire de la croissance, faire des résultats. Et dans le même temps, il n'y a aucune raison que les entreprises ne puissent pas faire des actes utiles et responsables dans le quotidien des gens. Donc au contraire, je pense que ça va revitaliser le fait que les entreprises peuvent faire des profits, mais de façon différente dans les années qui arrivent. Dans les exemples que vous prenez, vous montrez qu'à plusieurs reprises, la bénévolence des entreprises, finalement, elle peut avoir pour objectif d'être aussi quelque chose de rentable. Je vais prendre l'exemple. Vous citez par exemple People and Baby Crèche. Les crèches People and Baby. Et vous dites que c'est un dispositif de solidarité avec des gens qui ont un emploi, et en fait on s'occupe de leurs enfants, et dans ces crèches, en plus, c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi. Et vous expliquez que ça, au fond, finalement, ça contribue au retentissement de l'entreprise qu'il fabrique, et ça a beaucoup de sens. Alors il y a la question du sens, et il y a la question, au fond, du retentissement sur la vie de l'entreprise.
Exactement. Je pense que dans les cas de People and Maybe, c'est un formidable exemple où le concept et la façon de l'exécuter sont tout à fait bénévolents. Et on s'aperçoit, puisque cette entreprise est en croissance, que on peut faire de la croissance, on peut faire des résultats tout en étant utile dans le quotidien des gens. Et je pense que ça, c'est un pouvoir de transformation qui est à la disposition d'énormément d'entreprises à partir du moment où elles souhaitent le mettre en scène. Quand la Maïf rembourse ses clients, je vous dire, franchement, j'ai été bluffé dans cette histoire. Vous le citez, c'est tout récent, puisque c'est à l'occasion du Covid. La Maïf a dit, au fond, les assurances ne fonctionnent pas pendant un certain temps, donc on va rembourser. Moi, j'ai cru d'abord que c'était une fake news. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. C'est absolument incroyable. Et vous citez cette affaire. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du président de la Maïf qui prend cette décision? Alors, je pense que dans sa tête, il y a simplement le fait qu'il vit profondément ce concept de bénévolence, en tous les cas, et que, naturellement, son état d'esprit et l'entreprise ont naturellement pris cette décision. Je pense que ce n'est pas du tout un fake. Et le président de cette société, qu'on connaît bien, puisqu'on l'avait invité lors d'une manifestation autour de la bénévolence, on en dira un mot tout à l'heure. Effectivement, il est habité par ce concept, et pour lui, c'est naturel de faire ce geste en direction de tous ses clients. À propos de toutes ces attitudes bénévolentes, vous posez le problème très juste de savoir si c'est une utopie. Et vous citez Rabi qui dit « c'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain ». Alors, est-ce que c'est véritablement une utopie ou est-ce que c'est une pensée plus intelligente et plus fine de la gestion du rôle des entreprises? Parce que finalement, quand vous vous égarez vers les... Excusez-moi, mais si vous vous égarez vers les utopies, vous nous laissez croire qu'au fond, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Utopie, c'est aussi quelquefois quelque chose qui ne se réalise pas. Qui peut mal tourner aussi. Oui, non, c'est une façon très gentille et c'est une forme de provocation pour capter l'attention sur cette idée. Mais en fait, effectivement, ça ne doit pas être une utopie et ça doit devenir une réalité. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour la plupart des entreprises, si elles veulent effectivement contribuer à faire évoluer le monde et à faire évoluer l'économie et l'industrie du monde. Alors, on pourrait, si on joue les avocats du diable, on peut accuser la bénévolence d'angélisme, par exemple. On pourrait. Et moi, je sais qu'il n'en est rien parce que la bénévolence, justement, n'est pas les bons sentiments. Et elle dépasse largement ça. Elle dépasse aussi les intentions, dont on sait l'enfer est pavé largement, les bonnes intentions. Et donc, la bénévolence, c'est essentiellement volonté-action. Donc il y a quelque chose là de très concret, de très direct. Et donc quels exemples avez-vous, parfois très simples, de cette bénévolence au sein de certaines entreprises? Vous dites que certaines entreprises, d'ailleurs, ont l'ADN bénévolant. Donc est-ce que vous pouvez en citer certaines avec quelques exemples? Moi je pense par exemple à cette idée qui est très simple, de check-out modulable de la chaîne d'hôtels australienne Art Series, que vous citez dans le livre. Je vais prendre deux exemples. Ça, c'est le premier, qui est un exemple incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite chaîne d'hôtels qui s'est dit, il y a un moment de crispation qui est le check-out. Et en fait, on a tous vécu ça, vous et moi, en se disant, quand on doit quitter l'hôtel le lendemain matin, on vous donne un horaire à 9h, à 10h, à 11h. Et en fait, il y a une zone de stress qui se crée. Ils ont observé ça de façon très, très habile. Ils ont donné une réponse en disant, si le lendemain matin, la chambre n'est pas réservée, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Alors, là, ça c'est très bénévolent. Et pour revenir à votre question de tout à l'heure, c'est aussi du business. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens qui restent un peu plus dans l'hôtel, soit consomment davantage au bar ou au restaurant, et renouvellent 2,5 fois en fait leur taux de fidélité par rapport à l'hôtel. Donc, d'un acte bénévolent, c'est devenu un acte business. Donc on répond à la question qui se posait tout à l'heure. Retour sur investissement, 359%. Exactement. Donc ça, c'est formidable. Second exemple, c'est Pool House, donc qui est en fait cette formidable entreprise qui a pris l'initiative de produire des œufs avec des poules, mais en ne tuant pas les poules qui, en fait, sont en fin entre guillemets, de ponte. Là aussi, on peut dire c'est une idée, non pas utopiste, mais une idée formidable. Résultat, c'est un carton total, c'est une entreprise qui croit de cette façon-là. Donc, on s'aperçoit que les deux concepts peuvent très bien cohabiter, qu'on peut faire du business et qu'on peut être bénévolent. Alors, quitte à faire du mal à la modestie de Patrick Tudoret, vous le citez en disant, et j'ai trouvé ça très très intéressant, en disant qu'au fond la bénévolence est une antidote au cynisme. C'est vrai que quelquefois, on a l'impression que les gens qui dirigent une entreprise sont des cyniques. Et Patrick Tudoret dit qu'à vouloir gérer sa vie, le comptable, on finit dans l'arrière-cuisine à brouter le néant. J'ai trouvé cette phrase formidable. Alors, je suppose qu'elle vous a plu aussi, puisque vous la citez. Est-ce que véritablement, c'est quelque chose que vous avez expérimenté,
C'est-à-dire que c'est cette manière de gérer sa vie en comptable et qui, au fond, fait crouler finalement une entreprise. Bien sûr, il y a des entreprises, alors on peut les considérer de non bénévolentes, qui ont une vue à très court terme, une vue à très court terme uniquement sur les résultats. Et effectivement, lorsqu'on ne considère pas les clients, qu'on ne considère pas même l'interne de cette façon-là, je crois que la durée de vie de l'entreprise est limitée. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter du jour au lendemain, ça veut simplement dire qu'elle prédétermine la durée de vie de son entreprise. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que c'est ce que dit dans votre livre, d'ailleurs, Jean-Luc Chétry, DG de l'Union des marques. Il dit, effectivement, la bénévolence, ça ne permet pas de construire une marque, mais ça lui assure la durabilité, ce qui est fondamental. Ben, la notion de durabilité, elle est clé encore plus en ce moment. Et je pense que le fait de se dire on intègre la bénévolence dans la transformation de son entreprise, ça lui donne une durée de vie plus longue. Juste un mot sur ce point-là, c'est que ça amène à d'autres sujets. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a considéré les entreprises, on a lu la performance des entreprises uniquement avec des critères quantitatifs. Les résultats, les profits, la croissance. Ce qu'on peut amener en plus demain, c'est d'amener des critères qualitatifs que sont la considération, l'utilité, la responsabilité de l'entreprise. Si demain on reconsidère la performance des entreprises avec ces deux critères, à ce moment-là, la durée de vie des entreprises sera plus longue. Ce qui amène à un autre sujet qui est abordé dans le livre, c'est ce fameux PIB, qui est probablement une notion à remettre en cause, puisqu'en fait, elle ne considère que l'aspect quantitatif. Donc oui, la durabilité, comme le dit Jean-Luc Chétry, est un élément important, mais il va falloir que les fonds d'investissement, parfois les banques, ou que même la société analysent la performance des entreprises sur ces deux critères, quantitatifs et qualitatifs. Alors justement, restons un instant sur le qualitatif, parce que c'est quand même l'innovation. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans votre livre, c'est cette idée qu'au fond, c'est une réponse concrète à la question du sens. Finalement, au fond, moi je n'ai jamais été dans une entreprise commerciale. Bon, mais je pense que dans les entreprises commerciales, les salariés doivent se dire je suis là pour gagner mon pain. Et en fait, vous dites non, il y a autre chose qui se passe. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose qui se passe. Et vous parlez de la conquête du sens. Alors le sens, il est pour tout le monde. Il est pour l'entreprise, mais il est en même temps pour le sens de la vie du salarié. C'est-à-dire un sens existentiel. Et vous insistez sur cette idée, au fond, qu'il y a des manières de se poser les problèmes qui, petit à petit, peut être l'affaire de chaque personne de l'entreprise. Oui, et c'est tout à fait juste. Et c'est encore plus vrai pour les nouvelles générations. Lorsqu'on recrute aujourd'hui des collaborateurs qui ont entre 25 ou 30 ans, ils sont presque plus intéressés par la culture de l'entreprise, la façon dont elle conçoit sa vision, plutôt que par sa performance ou à la limite, dans certains cas même, les systèmes d'incentive. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière. Les systèmes d'incentive, c'est-à-dire j'ai un salaire et est-ce que je peux avoir un bonus en fonction. Donc à un moment donné, c'est très intéressant parce que ça veut dire que cette notion-là répond, la notion de bénévolence répond en fait à cette nouvelle génération qui attend autre chose que du quantitatif dans leur rapport à l'entreprise. Alors justement, pour parler de ce qualitatif, vous avez porté sur les fonds baptismaux un bénévolence index. Ça, vous êtes le premier à le faire depuis quoi, 2-3 ans 4 ans. 4 ans maintenant. Et donc, en quoi ça consiste et quels exemples vous pouvez donner justement d'entreprises qui émergent dans cet index? Il y a 4 ans, c'était une intuition. L'intuition, c'était de se dire que la bénévolence pouvait être un nouvel indicateur de performance, en tous les cas de l'image des marques, puisqu'aujourd'hui, souvent, c'était la notoriété, c'était l'agrément, etc. Et en fait, avec la société BVA, on a inventé cet index qui mesure les marques avec 2 critères, la notion de responsabilité et d'utilité. Et ces 2 index, en fait, ces 2 prises de température, nous ont amené en fait, à une nouvelle lecture de performance ou d'image des entreprises, à l'instar du NPS, puisqu'on mesure les marques de 0 à 9. Et par exemple, ça nous a permis de voir... C'est l'échelle de Richter, 0 à 9. Presque ça. Et en fait, c'est très intéressant. Ça veut pas dire que ça devient une religion, ça veut simplement dire que c'est un indicateur de plus pour se dire, est-ce que ma marque est sur le chemin de la bénévolence? Et une des marques les mieux notées, entre guillemets, par exemple une marque comme Nivea, et ça nous a intéressé à comprendre pourquoi cette marque, historiquement, était devenue bénévolente. Donc on a regardé l'histoire de 300 marques pour essayer de décoder, de comprendre comment des marques étaient bénévolentes sans forcément se le dire de cette façon-là. Et ça nous a énormément appris sur la culture des marques, les réflexes des marques, les actions des marques menées dans le passé.
Alors, vous donnez des différentes définitions qu'un certain nombre de présidents d'entreprises ont livrées au cours d'une réunion qui a eu lieu le 4 février 2020. Organisé par le journal Les Échos. Voilà. Oui, alors vous dites, c'est générer une forme de bien-être dans l'entreprise. Ça, c'est la Maïf. Le bien-être dans l'entreprise. La bénévolence, c'est prendre en compte la diversité de la société et avancer sans oublier personne. Dominique Schelcher, président de Système U. La bénévolence repose sur 4 piliers. Exigence, sens, action et sincérité. Michel Mathieu, directeur général de LCL. C'est la capacité à se sentir bien au sein de l'entreprise. Est-ce que je crois à mon entreprise? Est-ce que je m'y sens bien? Romain Ferrari, PDG de CSR. La bénévolence, c'est aussi l'utilité. Une entreprise doit être utile, dit Alain Veil, le PDG de SFR. Tiens, mais j'ai appris qu'il fait des licenciements, Alain Veil, en ce moment. Il est utile? Est-ce qu'il est utile aux salariés qui licencient? Je vous laisserai lui poser la question. Mais non, moi je voudrais que vous y répondiez. Non, moi je pense que d'abord c'est un secteur qui est assez difficile. Je pense que c'est surtout dans l'activité BFM Média où il y a effectivement un certain nombre de licenciements. Il y a une conjoncture. Il y a une conjoncture qui est difficile, mais en toute objectivité, je pense que c'est une entreprise qui pourrait injecter un peu plus de bénévolence dans son ADN. Patrick Mercier, ma question n'était pas un piège. Elle avait pour objectif de réfléchir avec vous si ces mots qui sont avancés par les différents présidents pour essayer de parler de cette qualité, au fond, de pratique d'entreprise, s'effondrent quand la réalité devient difficile à gérer. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Mais au contraire, même parfois. Oui, je pense que... Alors, au contraire, donnez-moi des exemples, parce qu'il a dit au contraire. Avec la crise qu'on vient de vivre, du Covid, il y a justement, ça a accéléré dans certaines mesures la bénévolence, je trouve. Je pense que ça, pour un certain nombre d'entreprises, ça peut-être, le prisme a été plus fort pour se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus bénévolent? Et ça a réveillé des entreprises de retail. Alors, prenons un exemple, prenons 2-3 exemples, que ce soit des enseignes comme But, qui a vraiment marqué les esprits dans cette phase-là, ou Intermarché, qui a pris un certain nombre d'initiatives. Qui aurait dit il y a 10 ou 15 ans que les marques de distribution alimentaire ont été pendant le confinement les marques les plus appréciées des Français? C'était juste impossible il y a 10 ans. Alors est-ce que ça va durer? On le verra. En tous les cas, pendant le confinement et même encore aujourd'hui, ça a créé des initiatives. Et déjà pour ça, c'est positif. Est-ce que ça continuera? On le verra tous ensemble. En tout cas, ça crée un premier mouvement. Oui, par exemple, je vais prendre un exemple que vous citez dans votre livre, Darty, contrat de confiance. Bon, tout le monde a en tête cette pub, évidemment, contrat de confiance. C'est un mot extrêmement important, la confiance. Mais attendez, mais les mots s'usent. Et ce genre d'expression s'use. Et la question que je voudrais vous poser, c'est, bon, d'accord, quand ils ont trouvé ça, génial. Et peut-être que ça correspondait à l'expérience d'un certain nombre de clients. Mais que lorsque les clients se sont rendus compte que pour eux, il y avait quand même des problèmes avec Darty et que ce n'était pas réglé forcément, je n'ai rien contre Darty. L'expression contrat de confiance, c'est à renouveler et peut-être à changer. Est-ce qu'à votre avis, il y a toujours une innovation nécessaire des marques pour, au fond, permettre que la bénévolence se continue? Ou bien, est-ce qu'on peut rester, au fond, dans le quotidien de la marque, puisque vous parlez du quotidien? Oui, je pense que dans le cas de Darty, et d'ailleurs ça reste encore, quand on discute avec des entreprises ou des gens de marketing, ça reste quand même un marqueur très important. Pour une raison simple, c'est que, sans le savoir, avec le contrat de confiance, Darty a incité, ou en tout cas imaginé un acte de bénévolence parfait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ils se sont mis à la place des gens, ils ont été empathiques, ils ont été sincères dans la démarche et surtout, ils l'ont appliqué. C'est-à-dire quand on trouvait un produit plus cher, on était remboursé et on avait une bouteille de champagne. Donc c'était un acte empathique, concret et qui a duré. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu, depuis le contrat de confiance, un acte aussi fondateur démontrant qu'on pouvait être remboursé. Vous y allez fort, vous dites que ça bouleverse la relation avec le client. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un client constate dans un fait concret qu'il y a de l'empathie, qu'il y a de la sincérité, vous avez sa confiance à vie. Ce que ne veulent plus les consommateurs ou les clients, que nous sommes, c'est qu'à un moment donné, on se foute de nous. C'est-à-dire qu'on fasse une promesse qui n'est pas tenue. Si elle est tenue, si les actes sont là, vous pouvez avoir la confiance à vie d'une marque. Alors, on vient de voir, il y a évidemment beaucoup de marques
qui se sont construites il y a fort longtemps déjà. On parlera de Danone tout à l'heure avec l'intervenante, ou Donald. Mais il y a aussi des marques qui ont adopté la bénévolence pour changer, voire bouleverser leur manière de faire. Il y a aussi des marques qui se créent parce que, j'allais dire, la bénévolence. Et dans la bénévolence, je pense à 2 par exemple, que vous citez dans le livre, qui sont, qui c'est le patron, c'est qui le patron? C'est qui le patron de Nicolas Chaban? Et puis Blablacar, de Frédéric Mazzella. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot sur ces 2 entreprises? Parce qu'elles sont exemplaires de ça. Peut-être permettez-moi de dire que le président de Blablacar, Frédéric Mazzella, a été préfacier de votre livre. Absolument. Bon, je remercie. Une préface très élogieuse. Je remercie Frédéric pour sa préface, puisque elle est formidable, ainsi que celle de Jacques Séguéla. Mais c'est 2 belles entreprises qui se sont construites sur des actes de bénévolence. C'est qui le patron avec Nicolas Chaban? Il a compris quelque chose, très simple, qui est un élément de considération, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus inventer des produits si on ne le fait pas avec les gens. Donc, il l'a fait jusqu'au bout, il l'a fait concrètement. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'il continue de le faire et qu'il n'a pas, du coup, changé son cas par rapport à ça. Et donc, avec les producteurs, qui étaient les laissés pour compte de la grande distribution. Exactement. Et avec les consommateurs. Et aujourd'hui, il est parti du lait. Maintenant, il a d'autres produits. Et surtout, son concept devient international. Ce qui est intéressant, parce que ce n'est pas simplement un phénomène franco-français. Deuxième élément, c'est Blablacar. Moi, j'ai été bluffé au début par la qualité de l'attention. Quand vous alliez sur le site de Blablacar, il y avait une sémantique et un rapport dans les mots qui était formidable. C'est-à-dire qu'on sentait que de façon profonde, sur un site internet, ce n'est pas toujours le cas, que cette entreprise considérait ses clients et souhaitait avoir avec eux une relation différente. Résultat, ce n'est plus une licorne, puisque maintenant c'est devenu une très belle entreprise internationale, et ça marche très bien parce qu'ils ont su conserver cet état d'esprit de bénévolence depuis pas mal d'années. Et d'ailleurs, Frédéric Mazzella, dans sa préface, dit lui carrément qu'il y a un changement radical de paradigme pour les entreprises aujourd'hui. Et lui, on sent bien qu'il est dans une nouvelle manière de faire. Mais est-ce que vous êtes confiant pour le fait que d'autres plus anciennes peut-être, et plus... je ne dirais pas enquistés, mais en tout cas habitués à des manières différentes, puissent évoluer justement vers la bénévolence. Je crois qu'elle peut, et finalement pour nous qui sommes des conseils, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, puisque finalement, Blablacar n'a besoin de personne pour faire activer son business, il est déjà une marque bénévolente. À côté de ça, il y a énormément d'entreprises qui s'intéressent à ce concept-là et qui peuvent petit à petit transformer l'entreprise avec le regard de la bénévolence. Alors, le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est d'être patiente, c'est d'être sincère, et c'est de ne pas vouloir faire tout d'un coup. À partir du moment où c'est fait de cette façon-là, avec l'interne, avec le soutien de l'interne, ça donne plus de chances de fonctionner. Alors, je vais m'accrocher au mot sincère. Vous prenez l'exemple de Super Queen, c'est-à-dire une entreprise, un supermarché alimentaire de produits frais. Vous dites on y rend service aux clients. Et qu'est-ce que vous prenez comme exemple? Les cadeaux avec la carte de fidélité. Je vais vous dire... moi, je n'ai jamais pris une carte de fidélité dans un grand magasin parce que je n'y crois pas. A priori, je pense que de toute façon, on cherche à m'estomper. Et moi, je chercherai après la carte de fidélité que bien sûr j'aurais perdue. Donc ça ne sert absolument à rien. C'est parce que tu perds tes cartes. Donc voilà, est-ce que vous pensez tellement que ça, c'est un acte de bénévolence? Oui, alors cette entreprise, en tous les cas, est une entreprise bénévolente. Mais je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre. C'est une entreprise dont l'œil et le cerveau est construit avec une forme d'empathie pour les clients. Ils ont mis en place il y a quelques années un service tout simple, comme on le sait dans ce pays, il pleut souvent. Et en fait, ils ont mis quelque chose pratiquement impossible à mettre en place en France, en tout cas, c'est de se dire, voilà, on met à disposition à la sortie des supermarchés des parapluies. Parce qu'on sait très bien qu'entre la sortie du magasin et le parking, on peut se mouiller. Ils ont dit, ben voilà, prenez un parapluie, puis la prochaine fois qu'on vous viendrez, vous nous rendrez le parapluie. Peu importe que les gens gardent le parapluie ou pas, simplement c'est un œil qui est construit différemment en disant on a constaté qu'il se passait là, et là, dans cette distance-là, on va vous rendre un service. Ça, c'est un acte de bénévolence et du coup, un acte de fidélisation formidable. Et en même temps, vous citez comme acte de bénévolence, alors je vous en dis qui me posait des problèmes évidemment, le fait qu'on vend du pain fait sur place. Pourquoi c'est bénévolant? Ça paraît évident, oui, c'est vrai. Mais pourquoi c'est bénévolant? Parce que, alors d'abord, j'ai pas compris. C'est peut-être pas si simple. Non, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont décidé de faire du pain sur place, c'était il y a quelques années, et c'était pas aussi généralisé qu'aujourd'hui. Et le second élément, c'est que c'est pas du pain industriel, c'est du pain qui est fait par en fait des experts, des boulangers, enfin, qu'ils ont mis à l'intérieur des magasins. Donc c'est un peu différent malgré tout.
Alors, quand vous parlez de croissance, pardon, quand vous parlez de croissance et que vous articulez bénévolat et croissance, je me suis dit, tiens, voilà la question du profit qui revient et la question quantitative qui revient. Parce qu'après, vers la fin du livre, vous dites, au fond, le bénévolat et la bénévolence de l'entreprise, d'une certaine façon, ça amène des éléments de croissance. Et vous citez Clara Guémard et sa société d'investissement, et vous citez des marques relationnelles qui, au fond, ont réussi à croître, au fond, avec cette idée d'améliorer la relation avec le client. Oui, mais une fois encore, il ne faut pas opposer les deux, c'est-à-dire que... Le qualitatif sert au quantitatif. Exactement. La question, c'est la façon dont on construit la croissance. Et je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers une forme de croissance plus raisonnée, plus progressive. Et en fait, c'est un peu ça, c'est un des sujets de la bénévolence. Regardez, je cite l'entreprise REI aux États-Unis, qui a été la première entreprise à dire on ne fera pas le Black Friday, qui est un concept, pour moi, destructeur de valeur. On pourrait se dire... Ils ferment les magasins le jour du Black Friday. Et qu'est-ce qu'ils disent à leurs clients? Ils disent aujourd'hui, on ferme les magasins parce qu'on préfère que vous alliez vous balader dans la nature plutôt que de venir acheter des promotions. Hein. Parce que culturellement... Imaginez ça en France, pour l'instant c'est difficile. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette entreprise ne cesse de croître parce qu'elle donne des signes aussi concrets de bénévolence. En fait, il y a derrière la bénévolence quelque chose qui est l'innovation et la volonté de créer un futur. En tout cas, c'est comme ça que vous finissez le livre. Cette idée qu'au fond, on prépare demain par une innovation commerciale qui, finalement, profitera à la fois aux clients et à l'entreprise. Oui, je pense que c'est un acte de transformation globale qui doit être progressif, sinon il n'est jamais mis en œuvre, et qui implique aussi bien l'interne que, évidemment, que le client. Et c'est ce qu'on essaie de délivrer comme idée à travers la bénévolence, c'est que c'est une solution, c'est sûrement pas la seule, mais c'est une solution pour donner plus de durabilité et plus de pérennité à l'entreprise. Oui, parce qu'on n'a pas évoqué, mais évidemment c'est dans votre livre, mais les soucis environnementaux et l'implication de beaucoup d'entreprises. On connaît bien avec Antoine Danone, par exemple, mais beaucoup d'autres, qui sont impliqués dans des démarches sur la préservation de la planète, de certains écosystèmes, etc. Évidemment, ça fait appel à cela, mais une fois encore, ce qui est important dans ce concept de bénévolence, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que c'est aussi pour aider les entreprises à faire de la croissance. Parce qu'il faut se méfier aujourd'hui de toutes ces tentatives, fausses tentatives en tous les cas, quand les entreprises s'intéressent de façon trop superficielle à la planète. À un moment donné, oui, on a l'impression que c'est une sorte presque de fake. Nous, ce qu'on propose à travers la bénévolence, c'est un acte fondamental de transformation, progressif, avec évidemment des actes les plus concrets possibles. Merci Patrick, merci. Alors je rappelle que votre livre s'appelle The Power of Benevolence. Il est publié aux éditions LPM, We Love Books. C'est ça, hein? Absolument. C'est le nom de l'éditeur. Et les préfaces sont de Jacques Séguéla et Frédéric Mazzella, donc l'initiateur de Blablacar. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le pouvoir de la bénévolence, les marques peuvent-elles changer le monde? Deuxième partie sur le grill. Nous avons Anne Thévenet-Abitbol, vous êtes directrice des prospectives et nouveaux concepts chez Danone. Et en face de vous, May El-Maghrabi, vous êtes directrice du marketing et recherche et développement chez Dona. Vous avez été avant chez PepsiCo, qui étaient des produits apéritifs et grignotage, snacking, etc. Alors, je voudrais vous interroger toutes les deux sur, au fond, ces exemples de bénévolence et cette possibilité qu'il y a pour une entreprise comme les vôtres d'être bénévolente. Alors, j'ai lu que vous avez fait beaucoup de choses chez Danone, Anne Thévenet-Abitbol, et notamment, d'abord, je vais commencer avec cette expression Danone produit du monde, Danone du monde. Alors, Danone du monde, c'est cette idée que c'est des produits Danone qui sont inspirés par toutes les cultures du monde. Et par exemple, le skyr en Islande, par exemple le kéfir au Caucase, par exemple le lassi en Inde. Alors, est-ce que ça veut dire que vous habitez ces produits traditionnels ou que vous adaptez les produits Danone à ces contextes traditionnels ? Alors ça me fait plaisir effectivement de parler de ce sujet, mais peut-être avant je vais vous dire comment je fonctionne et pourquoi du coup j'en arrive à développer ce genre de marque. En fait j'ai un poste assez particulier chez Danone puisque je suis créative et je suis chargée de développer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques. Et ceci sans équipe et sans argent au départ. Ce
qui fait que c'est un excellent torture test parce que du coup, chaque fois que j'ai une idée, je dois aller convaincre des gens de mettre de l'argent dessus et je dois convaincre des gens chez Danone de venir m'aider à la porter, cette idée. Si je ne convainc personne, soit c'est que l'idée n'était pas très bonne, soit c'est qu'elle n'était pas suffisamment chevillée chez moi pour pouvoir la porter, déplacer des montagnes. Et c'est là où on touche à votre sujet, parce que, au fond, je me rends compte que tous les projets que j'ai développés, et ça m'a demandé une énorme énergie, finalement, puisque je n'avais pas donc de budget au départ, c'est parce qu'ils ont un impact social ou sociétal tout autant que business. C'est-à-dire qu'ils m'habitent, ils sont... Finalement, une marque, c'est quoi? C'est supérieur à la somme de ses produits. Elle doit avoir une vision, une mission, elle doit avoir un point de vue sur le monde. Et si on arrive sur les Danone du monde, qu'est-ce qui s'est passé? J'écoutais la radio, justement, et en 2014, et j'entends des choses horribles sur les migrants, sur les étrangers, et je me dis, mais c'est pas possible, ce pays qui se rétrécit. En 2014, on était avant le Brexit, avant le Trumpisme, avant tout ça. Je me dis, mais je n'ai pas envie de vivre dans un pays qui soit à ce point frileux. Et au fond, tout à coup, me vient cette idée, je me dis, mais au fond, la peur vient de l'ignorance. Donc comment je pourrais faire pour ouvrir, en fait, les esprits, pour que les gens comprennent mieux l'étranger, etc. Et je me dis, tiens, je travaille chez Danone, je vais créer une gamme de yaourts du monde. Et utiliser, du coup, le yaourt comme véhicule d'échange, de partage, de conversation. Donc vous voyez, c'était au-delà d'une gamme d'une gamme de recettes, c'était une vraie marque qui avait cette vision d'ouvrir les goûts et les esprits. Mais est-ce que c'est un yaourt traditionnel, ou bien comme tous les yaourts que nous avons dans les supermarchés, ou bien c'est un yaourt qui récupère des éléments de la tradition du pays en question? Absolument, absolument, puisqu'on parle de culture. Oui. Donc on est allé voir dans tous les pays du monde tous les types de yaourts qui existaient, et on va parler d'ailleurs de culture et d'agriculture finalement, tous les yaourts qui existaient, et on a sélectionné ceux qui étaient différents de ce que vous connaissez, mais pas trop bizarre quand même. On vous a évité le yaourt où il y a une croûte qu'il faut attaquer au couteau pour pouvoir y arriver. Donc on a choisi, comme vous l'avez bien dit, le skyr d'Islande, qui est incroyable parce qu'il est extrêmement protéiné. Et d'habitude, un yaourt très protéiné, c'est du ciment, quoi. Et là, en fait, par l'ultrafiltration, on le foisonne et il est d'une légèreté incroyable alors qu'il est sans matière grasse. Alors ça, c'est le skyr, c'est le grand gagnant de la gamme. On a développé aussi effectivement le lassi d'Inde, le laban du Liban, l'ayran de Turquie un petit peu salé, qui a moins rencontré son public, j'avoue. Maya El-Marabi, est-ce que c'est un truc de marketing? Parce que vous avez, quand on a discuté ensemble pour préparer cette émission, vous m'avez dit que la bénévolence en marketing, c'est le contrat de base et le levier de préférence de marque. Ouais. Donc finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trouvé une astuce pour qu'on préfère sa marque aux autres marques. Je ne le dirais pas comme ça. Oui, mais moi je le dis comme ça, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Écoutez, l'essence du métier du marketing, parce qu'en fait on parle de ça, aujourd'hui dans nos métiers, on se doit d'écouter les attentes des consommateurs. On passe notre temps à écouter les attentes, quels sont les besoins, quels sont les freins à lever. Et donc en fait, l'essence de nos métiers s'inscrit déjà dans l'utilité. Ça, c'est le premier point, l'essence d'un métier. Le deuxième point... Mercier y a insisté tout à l'heure. L'utilité, il a dit que c'était essentiel. Oui, mais ça fait partie intégrante de nos métiers. Le deuxième point, c'est ce qu'on sait depuis des années aujourd'hui en termes d'attente consommateur. Aujourd'hui, les Français, même les consommateurs du monde, attendent des produits qui soient beaucoup plus durables, beaucoup plus responsables. On a une tendance qui est phénoménale, on l'entend bien, autour du bio, autour de produits beaucoup plus français, locaux. On a une tendance très forte autour du flexitarisme. Donc on est bien sur ces notions de bénévolence, de durabilité, de qualité. Donc, est-ce que c'est du pur marketing en tant que tel? Moi, je vous dirais, c'est une manière, en fait, de faire avancer le marketing. C'est une manière aussi de faire avancer les attentes consommateurs et d'y répondre en étant au plus proche, en fait, de ses aspirations. Donc c'est du marketing dans la belle essence du terme marketing. Alors, il y a une deuxième quand même organisation du marketing quand le marketing pose la question du sens, c'est-à-dire quel sens ça peut avoir. Alors, comme vous écoutiez la radio en 2014 quand vous avez fait ça, en fait le sens que ça a pour vous, c'est bien évidemment l'ouverture à la culture de l'autre et la compréhension de l'autre. Est-ce que vous croyez que si je vais acheter un yaourt lassi dans un supermarché,
je vais me dire, tiens, en Inde, on fait quelque chose d'intéressant qui est très différent de ce que je mange d'habitude. Mais je crois que l'alimentation est la première action, la première ouverture vers la culture de l'autre. Justement, on a l'habitude de manger des plats qui viennent de tous les pays et on stimule la curiosité du consommateur parce que ce sont des packagings extrêmement bavards qui vont raconter des histoires sur les pays. Donc c'est évidemment une première étape, en tout cas, d'ouverture des esprits sur l'autre. Alors, deuxième exemple, vous avez fait la marque Les Deux Vaches. Oui. Alors, la marque Les Deux Vaches, c'est un lien entre business et impact social. C'est ça votre objectif, c'est-à-dire, au fond, le bio, l'équitable, dont May vient de parler, l'équitable, une marque qui, au fond, traduit quelque chose qui est compréhensible par tout le monde et qui permet à tout le monde, au fond, d'être inspiré par quelque chose de l'ordre de la transversalité. Un peu comme si on franchissait des frontières. Alors expliquez-moi ça, parce que c'est un peu abstrait. Expliquez-moi ça, comment c'est pratiqué, cette marque Les Deux Vaches. Alors c'est exactement cela, un impact social et environnemental, bien évidemment. Et à chaque fois, effectivement, tout à l'heure, vous parliez d'impact, de demande en fait, de consommateurs, etc. On est beaucoup sur l'offre aussi dans cette façon de se projeter et de se dire, au fond, à l'époque, hein, c'est 2006 là pour le coup, Les Deux Vaches, c'était de se dire, il faut vraiment qu'on aide les Français à comprendre l'importance de ce que l'on consomme, que ce que l'on consomme, en tout cas, a un impact sur la santé de la planète. Donc c'était déjà en 2006. Et ce n'était pas très développé encore, il n'y avait pas une grande conscience. Hein. Finalement, en 2007, il y a eu ce film Une vérité qui dérange, de Al Gore, qui a fait prendre conscience que oui, avec un ensemble de petits gestes, on pouvait contribuer à la planète. Donc nous, on s'est dit, évidemment, le bio était une proposition que nous n'avions pas encore à l'époque et que très peu avaient à l'époque, contribue à effectivement avoir une agriculture plus responsable. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des fermiers qui s'étaient convertis au bio, ça prend 2-3 ans, et qu'à l'issue de cette conversion, ils n'arrivaient pas à écouler leur lait bio. Parce qu'au fond, à cette époque-là, mais les gens s'en fichaient complètement du bio, ils n'en voyaient pas l'intérêt, ils trouvaient ça pas bon, triste, austère, trop cher. Et donc on s'est dit, on va aider les fermiers du bio, en fait, à vivre de leur production, on va leur créer des débouchés. Et pour cela, on a besoin de faire comprendre aux gens ce qu'est le bio, et c'est le rôle de la vache à lunettes, et de rendre ce bio un peu plus joyeux, un peu moins sinistre, et c'est le rôle de la vache avec les taches en forme de fleurs, la petite frange, etc. Et donc on a créé Les Deux Vaches, avec cette volonté, comme vous le disiez, en fait, de s'ouvrir au plus grand nombre. Alors que le bio à l'époque était un peu réservé dans des officines spécialisées, donc on n'osait pas pousser la porte, etc. Donc nous, on s'est mis là où il y avait le plus grand monde, c'est-à-dire dans les supermarchés, et on a donc lancé cette gamme de joyeuses militantes en fait, d'un monde plus bio, que sont Les Deux Vaches. Alors, mais El Maghrabi, vous avez exactement la même expérience avec l'expérience Mieux de Donna. Oui, alors peut-être vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Oui. Il s'agit au fond à la fois de verdissement, à la fois d'une filière particulière, d'un emballage particulier, et en même temps d'attributs santé, qui traitent à la fois le problème de la santé et le problème de l'environnement. Oui. Je vais revenir sur un élément que vous avez abordé en tout démarrage d'émission. Donc effectivement, j'ai passé 14 ans de ma vie dans une très belle entreprise qui s'appelle PepsiCo. Et au bout de 14 ans de ma vie, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus différent, une expérience un peu plus complémentaire. Et j'ai rejoint en fait l'entreprise Donna. Et en fait, dans cette entreprise, il y a un programme qui est le programme le plus fédérateur aujourd'hui, qui est le programme Mieux. Donc vous interrogez n'importe quel collaborateur, il y a 1500 collaborateurs, 4 sites de production, et tout le monde connaît le programme Mieux. Et en fait, en résumé, ce programme a un leitmotiv, c'est proposer des produits qui sont toujours plus sains et toujours plus responsables. Et en fait, là, on est dans travailler de la qualité produit. On est dans le fait que les consommateurs savent très bien qu'aujourd'hui, le fait de s'alimenter, c'est un acte citoyen, c'est un acte d'engagement. Et donc, on n'est pas tout simplement dans une société de consommation. Et effectivement, à chaque fois qu'on travaille un projet, aujourd'hui, on ne regarde pas juste la volumétrie. On n'est pas juste en train de se dire, bon, alors combien de parts de marché on va aller chercher? Est-ce que c'est vraiment un projet rentable? Bien évidemment, et à l'image de ce que disait M. Mercier juste avant, ça fait partie du jeu. En revanche, on regarde également dans quelle mesure les projets que nos équipes nous proposent de porter rentrent dans un de ces fameux 4 axes que vous avez spécifiés. Alors, et c'est là où ça donne tout le sens. D'accord. Snacking, sandwich. Expliquez-moi comment on peut faire un sandwich mieux
et qu'on peut faire un snacking mieux. Comme ça, je vais peut-être savoir mieux me nourrir. Alors dites-moi. Oui, je vais vous donner des exemples. Écoutez, aujourd'hui, dans tous les sandwichs que vous avez sous la marque Donat, tous les pains sont faits 100% dans nos usines, en France, sans aucun additif. Voilà. Il y a des prouesses technologiques comme celle-ci. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on développe un projet, on essaye de faire en sorte que les matières que nous utilisons sont à chaque fois plus responsables. Nous avons lancé une gamme qui est extraordinaire cette année, et encore une fois, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est juste pour donner des exemples, qui s'appelle Bienfait. Et en fait, derrière cette gamme-là, vous avez déjà une très belle histoire, parce que je pense, comme vous le disiez juste à l'instant, tout commence par une très belle histoire, une très belle aventure humaine. Derrière les marques et les projets, il y a des gens. Voilà, ça c'est déjà le premier point. Et en fait, c'est l'aventure de jeunes collaborateurs au sein de l'équipe, à la fois marketing et recherche et développement, la fameuse cible des millennials en quête de sens, qui a véritablement voulu s'engager avec une gamme qui disait première gamme de sandwich sans aucun conservateur et qui a une durée de vie de 8 jours. Il n'y a aucun intervenant aujourd'hui qui arrive à faire ça, donc c'est une énorme prouesse technologique. C'est une gamme également avec des matières premières nobles, issues 100% françaises. Et quand elles ne sont pas françaises, elles sont issues en fait de type le thon d'une espèce qui n'est pas aujourd'hui, dont les stocks ne sont pas menacés, la variété Listéo. Et enfin, avec un emballage aujourd'hui qui est totalement 100% recyclable. Donc tout ça, c'est des chantiers qui sont majeurs. Et avec un autre volet aussi de solidarité où on travaille en partenariat avec des associations pour vraiment faire en sorte que le mieux manger puisse se démocratiser. Parce qu'aujourd'hui, le mieux manger, et c'est ça, là je pense qu'on a une énorme responsabilité, c'est que le mieux manger ne doit pas juste être réservé à une élite qui peut se permettre de payer un peu plus cher. Et donc en fait, derrière ce projet, pour donner un exemple concret, il y a déjà une forte volonté en fait, des équipes qui sont très animées par cette question de sens. Et pour moi, quand on parle effectivement de la bénévolence, c'est une manière aussi de... C'est le salut du marketing pour moi. Pour l'avenir, c'est vraiment ça. Et après, c'est d'être dans le concret. La bénévolence, c'est des actes. Alors, soyons dans le concret, Maëlle Maghrabi. Je ne sais pas si vous arrive de manger des sandwichs de temps en temps. Ah bah, beaucoup même. Mais attendez, est-ce que vous voyez des sandwichs Donat? J'ai jamais vu marqué Donat sur un sandwich. Alors peut-être parce que je n'ai pas été dans le bon endroit, mais si vous voulez, quand on vous donne un sandwich dans un café, en général, moi je l'achète dans un café, ce sandwich n'a absolument aucune origine comme ça industrielle. Alors ce serait une origine industrielle, Donat, non? Alors Donat, effectivement, c'est une entreprise aujourd'hui avec 4 cycles de production. Vous avez des personnes qui sont passionnées, qui font des sandwichs tous les jours et qui permettent en fait à des Français qui sont très pressés, qui n'ont pas le temps de se poser à table, de pouvoir avoir un repas qui soit sain, pratique, qualitatif et accessible et durable aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça rentre dans notre charte de développement. Donc ça veut dire qu'il faudrait que vous fassiez connaître votre marque, parce que vous croyez que tout le monde la connaît? Ah, je la connaissais. J'ai mangé des sandwichs Vous avez une experte en face de vous. Ah, vous mangez des sandwichs Donat? Bien sûr. Mais, bah oui, par exemple, quand on prend l'autoroute, on s'arrête et on prend un sandwich Donat. Voilà. Il y a bien évidemment encore aujourd'hui derrière cette marque-là un énorme potentiel en fait en termes de connaissances, mais on est une marque très reconnue, expert du sandwich. Ça fait plus de 40 ans que l'entreprise existe et que effectivement on est animé dans cette amélioration continue. Quand nous parlions au début effectivement de ce mouvement de bénévolence, dans la manière dont moi je conduis mes équipes, il est évident que la bénévolence c'est une manière de réconcilier en fait les personnes avec la question fondamentale de la quête de sens. Je travaille avec des personnes qui sont très jeunes, un peu moins jeunes, qui sont des jeunes diplômés ou des personnes qui ont plus de 20 ans de carrière. Et la question la plus importante, c'est de savoir quel est vraiment le projet le plus porteur de sens, qui me donne vraiment envie de me lever le matin, qui est en ligne avec mes valeurs que j'incarne, et qui va véritablement me donner une énergie forte pour me dépasser, me transcender. Et vous savez, dans le milieu du management, en fait, ce qui compte, c'est aussi de pouvoir dévoiler le potentiel des hommes. C'est vraiment cela. Et aujourd'hui, on ne peut pas cantonner une stratégie, qu'elle soit une stratégie marketing, une stratégie d'entreprise, autour d'une recherche de profit. C'est plus ça, en fait, aujourd'hui, qui attire. Moi, quand je recrute des talents, la question qu'ils vont me poser, et ils ont raison, c'est quel est le projet derrière. Quand j'ai quitté PepsiCo pour rejoindre Donat, tous les échanges que j'ai pu avoir avec les dirigeants se sont portés sur le projet qui doit générer du sens. Et ça, voilà, aujourd'hui, moi, je l'atteste. C'est comme ça que je travaille et c'est comme ça aujourd'hui
encore une fois, que je le redis, qu'on soit une PME, qu'une ETI ou une grande entreprise, ce sont les sujets qui sont abordés aujourd'hui au quotidien. On n'est plus du tout sur une quête unique de gain de part de marché. Et il y a beaucoup de théoriciens qui travaillent sur le sujet. Il y a un auteur britannique assez connu et qui est très, très utilisé dans le milieu du management et du marketing, Simon Sinek, qui notamment avec son concept de cercle d'or, invite les grandes entreprises à se mobiliser autour d'objectifs supérieurs. La fameuse question du pourquoi. Et voilà, si vous arrivez à répondre à cette question, votre marque et votre entreprise a une raison d'être et de perdurer. Alors, puisqu'elle a parlé des collaborateurs, moi je voudrais, Anne Thévenet-Abitbol, vous faire parler de troisième projet que vous avez mis sur orbite chez Danone, qui est le projet Eve, c'est-à-dire des femmes qui sont susceptibles de passer le plafond de verre et de jouer un rôle dans l'économie, oser davantage elles-mêmes et être d'une certaine façon promues de telle façon qu'elles puissent avoir des responsabilités importantes. Là, on a l'impression que, au fond, la bénévolence, c'est améliorer la DRH. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec Maï. L'important, c'est effectivement, dans ce que l'on fait, c'est d'y trouver du sens, d'y trouver de l'intérêt, d'être reconnu pour ce qu'on fait et de s'amuser. Le plaisir est important aussi. Important. Voilà. Et si on a des gens qui sont alignés avec qui ils sont, alors ils sont bien dans leur peau et ils sont bien dans leur entreprise. C'est un cercle vertueux et en plus, ils sont contagieux. Donc l'idée, là, c'était effectivement, on s'est rendu compte, parce que dans l'ensemble de nos entreprises, les femmes ont plus de mal à progresser que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très souvent, quand un poste est proposé, un homme, ça l'intéresse, il postule, une femme, elle aura tendance à attendre qu'on vienne la chercher. Elle porte sa voix moins haut. Ou quand on va la chercher, on va dire « Non, mais tu crois vraiment que j'arriverai dans ma vie, avec gérer ma vie perso, ma vie pro, etc. » Et on s'est rendu compte, au fond, que les femmes n'osaient pas assez se mettre en avant. Et qu'il fallait les aider à prendre confiance en elles. De même qu'il fallait aider les hommes à prendre conscience de ces difficultés que les femmes peuvent rencontrer. Et donc c'est toute l'idée très simple. En fait, partir d'un constat très simple, c'est que si on veut changer les choses, et là, en fait, bénévolence, etc., on n'arrête pas de parler de ça, comment changer les choses et comment faire en sorte qu'on soit dans un monde qui corresponde à nos valeurs, qui nous paraissent le mieux possible. Donc si on veut changer les choses, il faut d'abord commencer par se changer soi-même. Donc il y a un énorme travail de développement personnel, de connaissance, exactement, pour identifier ce qui est important pour soi, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de se lever le matin. Et une fois qu'on a encapsulé ça, une fois qu'on l'a compris, comment, du coup, trouver des projets qui répondent à ça. Donc, l'idée de Eve, c'est effectivement, d'abord, on a mis un quota d'hommes avec jubilation. Il y a 20% d'hommes, qui correspond à peu près à nous, les femmes, au plus haut niveau, on a à peu près 20%. Et donc, sur cette idée de oser être soi pour pouvoir agir, alors, qui viennent à ce séminaire. Donc c'est un séminaire de 3 jours, qu'on pourrait dire de formation, mais qui est carrément de transformation, et qui en fait change vraiment les gens, et c'est assez ahurissant, parce que comment en 3 jours on arrive à se changer sur un point très très simple, c'est que les gens qui reviennent de ce programme Eve, donc hommes et femmes, ne se comportent plus comme des victimes. Se disent, ok, si j'ai pas eu ça, ou si je suis pas bien dans ce que je fais aujourd'hui, j'en suis co-responsable. Donc, j'en suis acteur ou actrice. C'est ça qui est génial. C'est de se dire, suivant comment je vais me comporter, ce que je vais dire, ce que je vais faire, je vais en fait déclencher des choses plutôt que de penser que je n'ai pas de maîtrise ni sur ma carrière, ni... Voilà. Donc, on devrait tous, en fait, essayer de chercher ce qui est important pour soi et être porteur, du coup, d'une énergie contagieuse et se permettre de changer, de changer. Il y a un mot qui revient chez vous deux tout le temps, c'est responsable. Je voudrais vous interroger sur cette question de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que d'être responsable ? Qu'est-ce que vous demandez à des collaborateurs de l'entreprise dans laquelle vous êtes en étant responsables ? Ils sont responsables de la tâche qu'on leur donne, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus ? Est-ce qu'il y a une autonomie réelle derrière ça ? Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose d'autre que la responsabilité vis-à-vis de cette tâche ? Et est-ce qu'il y a du pouvoir ? Qu'est-ce que c'est exactement pour vous, la responsabilité à l'intérieur de l'entreprise ?
C'est une question fondamentale qui me tient beaucoup à cœur, hein, parce qu'en fait, je crois, moi, à un modèle où on a des niveaux de responsabilité élevés, où on accorde un crédit et de la confiance à ses collaborateurs. J'ai donc passé 14 ans de ma vie dans un modèle très anglo-saxon, d'un type de management de politique ouverte, ou de porte ouverte, pardon, où effectivement, vous pouvez aller voir en fait votre responsable, vous pouvez être porteur de projet, même si vous êtes junior au sein de l'organisation. Donc pour moi, la responsabilité, c'est de se dire qu'entre les mains, on a la possibilité de changer petit à petit les choses au sein d'une organisation et qu'on n'est pas juste le maillon d'une chaîne. Et ça, je vous assure qu'en termes de dynamique d'équipe, ça change tout. Ça change vraiment la performance. En tant que leader, en ayant quelques années d'expérience, notre responsabilité, elle est aussi au niveau de l'humain. Moi, je dis souvent que les personnes qui rentrent au sein de l'équipe, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'au bout de 2 ans, elles auront grandi, qu'on aura grandi grâce à elles et qu'après, elles pourront se débrouiller n'importe où. Et elles pourront se réaliser. Et pour moi, la responsabilité, elle est là. Le leader ou le manager, un peu tout sachant, avec des modes d'expression très descendants, c'est aujourd'hui un type de management qui n'a pas véritablement, vous voulez savoir, une vraie raison d'être, moi je trouve aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, ils demandent, et on le voit dans toutes les études, d'avoir un impact. Voilà, quand on sort d'une école, d'une université, peu importe, et qu'on rentre dans la vie active, on a envie de sentir que ce qu'on fait, ce qu'on est, ça crée quelque chose. Et en fait, pour moi, la notion de responsabilité, je l'accroche beaucoup à la notion de courage, d'être soi-même et de pouvoir avancer en exprimant son unicité, d'avoir un héritage positif. C'est encore une fois, au bout de 2-3 ans d'expérience, au bout de 20 ans d'expérience, au final, qu'est-ce que je laisse derrière moi à l'organisation et quel a été mon impact au niveau de mes équipes, auprès des hommes. Et oui, c'est une vraie responsabilité. Je pense qu'on a des devoirs. Quand on fait partie d'une équipe dirigeante, on a une énorme responsabilité au niveau de l'entreprise d'un point de vue business, mais également au niveau du développement humain. Et la création de valeur, ce n'est pas juste une création de valeur matérielle. La création de valeur, elle est aussi matérielle. Mais je crois que c'est vraiment important comme question parce qu'on parle de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Et la première des responsabilités aujourd'hui, justement, quand vous parliez de parcours individuel, c'est de ne pas accepter de faire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Voilà. Ouais, on n'est pas des bons petits soldats. On a justement... et c'est comme ça qu'on peut aussi faire en sorte que les choses s'améliorent et qu'on soit dans la bienveillance ou la bénévolence. J'aime beaucoup ce mot de bénévolence qui est la bienveillance en action, en fait. Voilà. Donc, qu'on soit dans cette action-là, positive les uns envers les autres, en ayant ce sentiment justement, oui, de pouvoir, d'être plus acteur que ce qu'on nous fait croire qu'on est beaucoup plus acteur. Dans la fonction qui est la vôtre, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'intervenir dans un conflit du travail qu'il y a avec quelqu'un qui dit, justement, moi, je ne veux pas faire ça, parce que je trouve que ce n'est pas bénévolent, et quelqu'un qui dirait ça chez Danone, est-ce qu'il peut faire appel à vous pour dire écoutez, vraiment, on me force à faire quelque chose que je ne veux pas faire? Absolument, absolument. Et ça arrive? Oui, oui. Alors, donnez-moi un exemple. Alors, c'est pas quelque chose... C'est que parfois, on est pris dans une machine où on n'a plus... Moi, j'ai la chance, en fait, de cette entreprise d'avoir finalement un pied dedans, un pied dehors. Dans le sens que, étant seule, je regarde ce qui se passe à l'extérieur, je le ramène à l'intérieur et du coup, j'ai cette capacité à avoir un regard un petit peu plus distancié qui fait que, des fois, quand on est dans la machine, des fois, on ne voit pas ce qui grippe. Et donc, évidemment, des fois, des gens viennent me voir, ils ne savent pas très bien ce qui se passe, ils se sentent juste pas bien. Ils ne se sentent pas bien parce qu'ils se rendent compte qu'ils travaillent sur un sujet qui ne leur correspond pas et que la manière dont ils y travaillent ne leur correspond pas. Donc, il suffit de le dire. Ce qui est terrible, justement, c'est de l'accepter. Il faut au contraire le poser et se dire, OK, si je change ça, alors moi je serai mieux, mais mon entreprise sera mieux. Et le consommateur final aussi sera
sera mieux, parce que le produit sera mieux. Parce que s'il a un problème, c'est que le produit lui-même a un problème, ou la démarche a un problème. Donc, mais évidemment, il faut mobiliser les gens pour qu'ils ne soient pas des bons petits soldats et qui, au contraire, apportent la contradiction, apportent... Mais il y a une intelligence collective, oui. encore une fois. Hein, je pense qu'aujourd'hui, on ne nous demande pas de tout savoir dans nos métiers. En fait, on nous demande surtout d'avoir l'intelligence, d'avoir les bonnes ressources au bon endroit. Vous êtes aussi psychologue, comme ça, qui vous intéressez à vos collaborateurs, à la manière dont ils se sentent. Moi, Vous avez le temps de faire ça, de vous poser ce genre de questions. Allez, franchement. Je vais vous dire, c'est complètement nécessaire. Mais c'est même pas une question de temps. Non, mais en fait, comme on le vit au quotidien, on ne se attitude. pose même pas cette question-là, parce qu'en fait, encore une fois, dans nos métiers, on ne fait pas seul. On ne fait pas seul. On doit absolument avoir recours à l'intelligence collective. On doit absolument en fait écouter ce qui vient de l'intérieur. Donc en fait, la psychologie, j'ai envie de dire, elle fait partie de nos quotidiens. Et alors moi, je pense quelque chose de fondamental, c'est qu'on devrait apprendre les sciences humaines bien plus tôt dans le système scolaire français, dans l'éducation française. Je vais vous suivre totalement. Là. Ah bah oui, on se rejoint parce qu'en fait, c'est voilà. Vous savez, il y a un concept. Le management en tant que tel, quand on vous confie une équipe, c'est pas quelque chose qu'on apprend en école de commerce. On apprend de très belles théories, mais en fait, faut le pratiquer. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a un moment donné une opportunité qu'on vous donne de travailler avec d'autres personnes, de les manager, de les gérer, de les coacher. Et en fait, il y a une intelligence qui est fondamentale. À ce moment-là, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Et ça, c'est pas de la technicité scientifique, et je n'oppose pas les deux. Mais ce que je veux dire, c'est quand on travaille avec une intelligence collective, il y a cette intelligence du cœur qui doit venir. Donc après, tous les managers ne sont pas dans ce système de pensée. Toutes les organisations ne sont pas encore, je pense, très développées sur ces items d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais on le voit bien. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Pendant très longtemps... Tout ce qu'on dit aujourd'hui, en fait, c'est que dans quelle que soit la situation, on n'est pas des victimes, on fait partie de la solution. Tout à fait. Et ça, on devrait l'apprendre aussi aux enfants très très tôt, plutôt que de dire c'est la faute de... Et ça, on peut aller très loin au niveau de société. On est toujours à imputer la faute à quelqu'un d'autre, justement, si on reprend le début avec les Danone du monde, à l'étranger, aux pauvres, aux riches. Non, on fait partie de la solution. Et dans vos exemples concrets de bénévolence en management, il faut savoir qu'aujourd'hui, à la fin de l'année, quand on évalue l'année, on se dit, bon, alors qu'est-ce qui s'est très bien passé, sur quoi est-ce que j'ai très bien travaillé. Il faut savoir qu'il y a des items qui sont très liés à de la notion business, chiffré, quantifié, marché. Et on évalue également la performance au niveau de la performance qui est plus humaine. Encore une fois, toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même manière. Mais aujourd'hui, moi, c'est le modèle dans lequel j'ai vécu et c'est vraiment un modèle qui, pour moi, est vertueux et que je pousse beaucoup. C'est quelle a été la capacité aussi de certains managers de développer des équipes. Merci à toutes les deux. Le pouvoir de la bénévolence, les marques peuvent-elles changer le monde? Notre grand témoin est Benoît Heilbrun. Bonsoir. Bonsoir. Benoît Heilbrun, vous êtes sémioticien, vous êtes professeur à l'École supérieure de commerce de Paris en marketing, vous êtes consultant en stratégie des marques, vous avez publié un très grand nombre de livres, un livre sur le logo, sur la marque, c'était Que sais-je, un Que sais-je tout simplement, un Que sais-je sur le packaging. Vous avez travaillé sur le marketing et vous avez même publié le marketing pour les nuls. Donc ceux qui n'ont jamais fait de marketing peuvent comme ça se renseigner. Chez Lafon, vous avez publié L'obsession du bien-être et puis La performance, une nouvelle idéologie aux éditions de la Découverte. Alors écoutez, vous avez écouté tout ce qui précède votre intervention. Je voudrais vous poser une question. Quel est le degré de sincérité des entreprises et des trois personnes que nous avons entendues jusqu'ici? Elles paraissent sincères. Vous savez comme moi qu'il existe quelque chose qui s'appelle la lutte des classes. Et que dans la lutte des classes, il y a des gens qui pensent que dans l'entreprise, eh bien, tout ce que conçoit la direction pour parler de sa marque ou pour parler de son marketing, etc., ça a pour objectif de cacher la contradiction fondamentale qu'il y a entre les intérêts de l'entreprise et les intérêts des travailleurs. Là, on nous a dit que tout allait dans le même sens. Vous êtes d'accord? C'est pas ce que j'ai entendu, mais... oui. Alors, bon, tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler que ma clé de lecture, c'est la marque plus que l'entreprise. Donc c'est déjà pas tout à fait la même chose, on pourra revenir là-dessus. Alors le problème des marques, c'est que
on parle de bénévolence, mais on parle aussi de sincérité. Et le problème, c'est qu'une marque ne peut pas dire « je », par définition, parce que la marque, c'est un collectif, d'accord, qui peut dire « nous », mais on ne voit jamais une marque dire « je ». Donc, ce qui pose la question, qui est une question, je pense, qui n'est pas simplement rhétorique, de la possibilité pour une marque d'être sincère. Alors après, pour répondre à votre question légèrement marxisante, j'ai envie de dire qu'il faut faire un choix, c'est-à-dire soit on va considérer que la marque est le grand suppôt du capitalisme et la marque va créer des désirs artificiels dans une société, donc nous sortir d'une logique du besoin, soit on considère, donc qui est en gros la pensée critique du capitalisme, soit on considère que la marque en fait est une réponse à des attentes, à des besoins et qu'il y a une réelle utilité des marques. Eh bien, moi, j'ai choisi depuis longtemps d'abord d'articuler les sciences humaines, la philosophie et le marketing. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième choix que j'ai fait, c'est d'essayer justement de concilier ces deux approches, c'est-à-dire de ne pas être dans une logique anticapitaliste, parce que je pense qu'il est difficile d'envisager un autre système, mais d'essayer de voir dans quelle mesure on peut envisager un capitalisme vertueux. Alors justement, au fond, est-ce que ce qui l'emporte, ce n'est pas la sincérité des interlocuteurs que nous avons eus jusqu'ici? Oui. Et finalement, si je vous ai posé cette question un peu paradoxale, c'est parce que je sais que nous avons des auditeurs qui se la posent, et que moi, il m'est arrivé de penser de cette façon, et que je crois que c'est intéressant d'essayer de réfléchir au projet de ceux qui veulent, au fond, améliorer l'entreprise et qui veulent faire que cette entreprise, au fond, civilise le monde de l'extérieur. Et je voudrais vous interroger sur ce processus de civilisation. C'est-à-dire qu'au fond, dans les trois intervenants que nous avons eus des gens qui disaient « le projet entrepreneurial doit être civilisé ». Et vous pensez que c'est possible ? Alors d'abord, je dois dire que j'ai été tout à fait convaincu par les interventions précédentes et par la sincérité des trois intervenants. Donc c'est pour ça que je distinguerai la sincérité des personnes et la sincérité des marques. Je pense qu'effectivement, c'est important pour une marque de porter un projet qui est partagé généralement par un collectif, parce qu'on gère rarement une marque seule. Donc, je veux croire à la sincérité de ces personnes. On a eu un certain nombre d'exemples. Alors après, je ne sais pas si il faut placer la question sur le plan de la civilisation ou sur le plan de la gouvernementalité. Hein, si je reprends un terme cher au philosophe Michel Foucault, j'aurais envie de dire que ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est qu'on a souvent vu la marque comme un outil de management, c'est-à-dire comme une fonction dans l'entreprise à côté d'autres fonctions. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la question de la raison d'être et de l'utilité nous déporte vers ce que Foucault appelait la gouvernementalité, c'est-à-dire la capacité à agir sur la sphère de pensée et d'action d'autrui. Et moi, j'essaie justement de réfléchir à la question de la marque par rapport à cette question de la gouvernementalité. Dernier point sur la sincérité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la meilleure définition qu'on puisse donner de la marque, c'est celle qu'en donne Darty en disant « la marque est un contrat de confiance ». Donc le contrat de confiance, ce n'est pas simplement une publicité, c'est une définition de ce qu'est une marque. C'est quoi une marque? Une marque, c'est une relation entre une organisation et ses différents publics. Et on ne parle pas simplement des clients, on parle des pouvoirs publics, des fournisseurs, des distributeurs, etc. Et donc, finalement, il faut construire de la confiance sur un marché qui est généralement régi par la défiance, si on a des notions d'économie politique. Donc, l'outil de construction de la confiance, c'est une marque, mais il faut bien garder à l'esprit le fait que la notion de contrat de confiance est un oxymore. Parce que quand il y a contrat, c'est parce qu'il n'y a pas confiance, et inversement. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension paradoxale des marques, il y a une contradiction interne à la notion de marque, c'est pour ça qu'elle est absolument fascinante, qui explique pourquoi finalement nous avons commencé avec une question dialectique, puisqu'évidemment, ce n'est pas une question bien-mal, etc., puisqu'on va, je pense, en parler dans une logique d'amoralité du marché, mais c'est une question de choix et d'engagement des acteurs. Justement, la question de la moralité, je voudrais en dire un mot, parce que vous connaissez comme moi, et le point de vue de Michéa, ce philosophe qui dit qu'au fond, le monde de l'entreprise est amoral. Comte Sponville a d'ailleurs repris ça aussi. Le monde de l'entreprise est amoral. Mais si je vous suis bien, il est amoral, mais il est éthique. Il peut être éthique. Et la marque peut être éthique. Alors, au fond, vous opposez un monde d'entreprise qui serait amoral. Et par contre, vous dites, mais
ça peut être éthique. Alors, expliquez-moi dans quelle mesure ça peut être éthique. Et finalement, dans les projets que nous avons entendu des projets qui relèvent de l'éthique et non pas de la morale. Exactement. Alors, vous citez en fait le livre de Jean-Claude Michéa, L'Empire du moindre mal, qui est en fait une histoire du libéralisme et qui est une histoire très intéressante parce que Michéa montre finalement que le libéralisme s'est construit sur un idéal d'explication scientifique du monde, c'est-à-dire d'objectivation de notre rapport au monde, et que pour objectiver ce rapport au monde, finalement, il fallait s'abstraire de la notion de vertu. D'où cette idée fondamentale que développe Michéa, qui est que le marché, par définition, est amoral. Et il parle bien du marché, il ne parle pas des entreprises, parce que je pense qu'il faut bien distinguer les deux choses. Après, pour revenir à André Comte-Sponville... Lui, il dit l'entreprise est amorale. Alors, et après, effectivement, bon, mais on sait aussi que Jean-Claude Michéa est dans une posture idéologique qui est bien précise et qui l'amène aussi à avoir un certain nombre de points de vue. Vous voulez dire qu'il est tout à fait radical, il faut le dire pour nos Oui, il est radical, il est radical, effectivement. Alors après, pour revenir à André Comte-Sponville, qui fut d'ailleurs mon professeur quand je faisais mes études de philosophie, excellent professeur d'ailleurs, évidemment, son idée, c'est que le capitalisme et la morale ne sont pas compatibles parce qu'ils fonctionnent selon des sphères et des principes qui sont antagonistes. Bon, alors ça, pour le coup, c'est une très belle démonstration de normalien, mais je pense qu'il faut absolument dépasser finalement cette opposition, et c'est ce que je m'efforce de faire en montrant justement que même si on postule la moralité du marché, du capitalisme et des marques, c'est pour cette raison qu'il faut une éthique de la marque. Alors là, il faut, et là, après je vous laisse la parole, là je m'appuie effectivement sur un autre philosophe qui m'a beaucoup influencé, qui est Paul Ricoeur, on va parler de François Julien après, Paul Ricoeur, qui, justement, a été finalement l'un des premiers à distinguer la morale et l'éthique, en disant la morale est ce qui ressort de la question du bien et du mal, alors que l'éthique est ce que j'estime bon pour moi et pour les autres. Et donc, moi, je suis clairement, je veux dire, dans une posture fidèle à l'entreprise de Paul Ricoeur, en disant que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une marque? C'est une relation, mais cette relation s'appuie sur une parole, c'est une parole donnée qui doit être tenue. Donc, ce qui définit une marque, c'est la notion de promesse, c'est la notion de contrat. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une extension de la sphère de gouvernementalité des marques qui correspond finalement à une extension des facettes du contrat de marque. Parce qu'au début, les marques, c'était surtout des contrats fonctionnels et émotionnels, qu'on pense à des marques comme Bic, Michelin, etc. Aujourd'hui, les marques intègrent une dimension culturelle, politique, sociale, expérientielle. Et c'est dans cette extension du domaine du contrat que l'on peut penser la question de la sincérité, la question de la raison d'être et la question de l'éthique. Et donc, justement, qui évoque l'éthique et le contrat, oui. À un moment, on parvient à ce concept qui est très fort dans la bénévolence, oui. Et qui a une place essentielle dans la création de démocratie, tout simplement, qui est la responsabilité. Oui. Voilà, et il est logique d'en arriver à ça. Et la bénévolence, telle qu'elle est évoquée, donc, est-elle un moyen de renouer avec cette responsabilité qui, aujourd'hui, pâtit quand même un déficit lourd et même inquiétant pour l'avenir des démocraties. Et vous le dites d'ailleurs dans votre que sais-je, je crois. Vous citez une loi anglaise de 1266 qui imposait déjà aux boulangers de signer leur pain, oui. Pour identifier d'éventuelles fraudeurs au poids ou à la qualité. Oui. Alors ça, si ce n'est pas un éloge de la responsabilité, déjà, au Moyen-Âge, donc quelle place a cette responsabilité, justement? Alors c'est très intéressant parce que finalement, la notion de responsabilité s'est construite historiquement. Il y a un grand auteur, justement, anglais, qui s'appelle Shakespeare, qui a eu, évidemment, qui a beaucoup travaillé, réfléchi à cette question de la responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se replonge, finalement, dans l'étymologie de la responsabilité, on s'aperçoit que la responsabilité n'a pas toujours été liée à la question de la faute. Parce qu'en fait, on a cette idéologie dominante aujourd'hui qui est que finalement, on a une sorte de défiance vis-à-vis des marques. Donc les marques menteraient,
mentirait, donc on serait dans le mensonge, donc dans la culpabilité, donc dans la faute. Je pense qu'il faut essayer peut-être de recadrer un petit peu le sujet et de reconsidérer finalement ce qu'est la responsabilité des marques. Et là, j'aurais tendance quand même à convoquer un penseur qui est indépassable pour penser cette question, qui est Max Weber. Parce que Max Weber, évidemment, va distinguer très clairement l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. Et je pense que cette distinction permet de comprendre toutes les questions qu'on se pose tous les trois. C'est-à-dire que les individus, et notamment les penseurs, sont généralement dans une éthique de la conviction. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles à un principe et à une valeur. Et ce qui compte, c'est le respect de cette valeur, quelle que soit la finalité de l'action. Alors que l'éthique de la conviction, c'est une éthique qui s'arc-boute sur la finalité et finalement sur la mise en pratique de l'éthique. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux dans le cheminement éthique et un niveau qui est important, c'est finalement la confrontation, la dimension pragmatique d'un certain nombre des postulats et des convictions. Et je pense que pour revenir aux séquences précédentes, on a eu de très bonnes illustrations justement de pratiques qui s'appuient sur une éthique de la responsabilité davantage que de la conviction, ce qui n'empêche pas d'avoir des convictions, mais sauf qu'évidemment, un intellectuel qui travaille à Montpellier, finalement peut gloser à l'infini sur la moralité de l'entreprise, etc. Mais c'est pas la même chose d'être les mains dans le cambouis et d'être confronté à une réalité sociale. Et je pense qu'il faut donc penser l'éthique des marques à la fois sous l'angle de la conviction, c'est-à-dire qu'on dit souvent une marque a des valeurs. C'est quoi une valeur? C'est un principe pour lequel je suis prêt à faire des sacrifices. Donc il faut toujours revenir à la notion de sacrifice, voire à la notion de sacré. Mais ça, c'est un autre sujet. Sacrifice ça sera pour une autre émission. Exactement. Donc la dimension religieuse, évidemment, c'est-à-dire séparer le sacré et le profane. Et donc, revenir à cette idée que, finalement, qu'est-ce qui va donner du crédit à la parole d'une marque? C'est sa capacité à montrer qu'elle est prête à faire des sacrifices. Alors justement, ce qui fait aussi la spécificité de la marque, et là l'étymologie est bonne conseillère, comme d'habitude, le mot brand. Brand en anglais qui veut dire marque. Ça vient tout simplement du vieux français Brandon qui était la marque que l'on mettait sur le métal pour signifier la propriété. Donc c'est une manière de signer les choses. Et donc une marque, lorsqu'elle signe, et c'est vrai que par exemple si on prend une figure de rhétorique bien connue, l'antonomase, qui est tout simplement un nom propre, qui devient un nom commun comme Frigidaire ou Leclerc ou Dior ou Chanel. Ce que les marketeurs appellent un branduit en fait. Voilà, exactement. Eh bien là, cette antonomase fait qu'il y a une vraie signature qui engage, on allait dire noblesse oblige, mais bénévolence aussi et responsabilité, bien évidemment. Tout à fait. Alors ça, c'est fondamental parce que en fait, la fonction de signature, c'est la première fonction anthropologique des marques. Et d'ailleurs, je précise pour nos auditeurs ou téléspectateurs que contrairement à ce qu'on pense, la marque n'est pas un dispositif qui vient du marketing ou du management, c'est un dispositif anthropologique. On a retrouvé des marques, d'ailleurs en Chine, datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est les archéologues qui nous ont donné cette indication précieuse. Et effectivement, la marque, en fait, elle a une double fonction dans l'histoire, c'est identifier l'origine, ce qui après va donner les labels, mais le label n'est pas une signature, c'est un signe collectif qui va nous rassurer sur l'origine des ingrédients et sur le processus d'élaboration. Donc il y a la fonction de signature, donc la marque vient bien du monde artisanal, et le problème c'est quand on est arrivé dans le monde industriel, comment garder finalement la question de la signature alors qu'un produit vient de l'usine. C'est la question de du double corps différencié. Voilà, différencié. Et donc du coup, cette fonction de signature est très importante. C'est pour ça que dans les industries créatives, pratiquement toutes les marques sont des monogrammes, c'est-à-dire des résumés de la signature. Benoît Heilbrun, comme un sage et sans idée. Vous savez que c'était comme ça que François Julien a rendu compte de ce qu'est la civilisation chinoise, qui disait qu'au fond, les sages n'ont pas d'idées. Et lui, vous, de là, vous avez tiré le manager de la même manière et sans idée. Non pas du tout pour dire qu'il n'a pas d'idée, mais pour dire qu'au fond, il s'appuie sur quelque chose d'autre que l'idée rationnelle, et qui est par exemple le lien affectif avec le consommateur, et qui est par exemple la logique relationnelle de la marque. Logique relationnelle de la marque qui utilise la propension des choses, ce que François Julien appelle la propension des choses, c'est-à-dire au fond le fait que y a une manière d'être avec quelqu'un qui compte. Pour autant, on n'a pas forcément une idée de savoir qu'est-ce qui va devenir de cette relation, mais ça existe. Et cette logique relationnelle s'impose. Alors,
Moi, quand vous décrivez cette manière de penser la marque et de penser, au fond, la bénévolence dans l'entreprise, vous en venez à dire quelquefois qu'on peut parler de la fascisation de la marque. Alors là, j'ai été vraiment très choqué. Ça, c'est son expression, effectivement. Oui, fascisation de la marque. Alors là, je dis vraiment, là, il exagère. Là, il exagère, oui, il exagère. Pourquoi? Parce que qu'il y ait en économie une nature politique des marques, d'accord, qu'il y ait une dérive des marques vers un modèle de gouvernement des âmes et des corps, d'accord, qu'il y ait des marques qui nient l'idée de diversité, d'accord. Il n'empêche que dire fascisation des marques, je trouve que vous allez un peu loin. Il le pointe comme étant un risque, oui. Bien sûr. Alors là, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a la question de la propension, la question de la fascisation. Donc effectivement, je me suis beaucoup intéressé aux travaux de François Julien sur l'efficience et sur la propension des choses, parce qu'il m'a semblé à un moment que le cadre de pensée occidental ne permettait pas de penser la marque. Et qu'il fallait se décentrer. Donc j'ai été très sensible en fait aux premiers travaux de François Julien sur justement cette idée que cette opposition entre la pensée chinoise et la pensée occidentale et le fait que la pensée chinoise n'est pas dans la téléologie, c'est-à-dire la recherche d'un télos. Bon. C'est la recherche d'une fin. Et encore une fois, l'idée, selon moi, c'est pas d'opposer une approche orientale ou une approche occidentale de l'agir des marques. Encore une fois, je me situe dans une dialectique en essayant, encore une fois, de faire un pont entre ces deux pensées. C'est pas de dire, c'est pas une réflexion qui est binaire. Bon. Après, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a en fait une confusion que font beaucoup de personnes entre la notion de marque et la notion de marketing, en disant finalement il y a une homonymie qui pourrait signifier que l'une vient de l'autre. En fait, pas du tout. En fait, on pourrait même dire qu'il y a une tension, encore une fois, entre la marque et le marketing. Pourquoi ? Ça a été rappelé d'ailleurs par les deux personnes qui me précédaient. Le marketing, en fait, sa caractéristique, c'est de partir de la demande et du client. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la consumer centricity. Je pars du client, donc en gros, quelles sont ses attentes et quel est le type d'utilité que je vais pouvoir déployer pour répondre à des attentes. Bon, ça, c'est clair. La marque, c'est totalement à l'opposé. C'est un projet qui s'appuie sur des convictions, donc sur en fait un manifeste, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un engagement. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est de savoir comment je vais piloter cette relation, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être plutôt orientée vers le client, dans ce cas-là, je suis dans une organisation plutôt marketing, ou est-ce qu'elle va être plutôt orientée sur le projet. Et en fait, évidemment, je pense que la bénévolence, encore une fois, est le passage obligé pour articuler ces deux pôles, parce que je m'appuie sur des projets, sur des convictions, mais qui répondent à une demande. Parce que l'idée, c'est que si une marque est autiste, elle ne rencontre pas de marché. Alors maintenant, comment on arrive à la question de la fascisation ? Tout simplement par le fait que la marque, en étant un projet, va forcément discriminer en faisant des choix de valeurs. Donc, une marque se bat toujours pour un certain nombre de valeurs, mais elle se bat aussi contre un certain nombre de principes. Donc il faut faire des choix. Il n'y a pas de marque s'il n'y a pas d'axiologie. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la disruption et Patrick a rappelé comment finalement Jean-Marie Dru avait innové sémantiquement avec cette notion de disruption pour dire simplement la rupture. Mais il n'y a pas de grande marque qui n'ait effectué de rupture, qu'elle soit technologique, idéologique ou esthétique. Et c'est pour ça que je fais une différence entre la marque et les... Pour parler de rupture, on a besoin de parler de fascisation. Non, allez, franchement... J'y arrive. Donc, le premier point, c'est de dire que la marque est discriminante, ce qui, d'ailleurs, au passage, est totalement antithétique avec une éthique de l'inclusivité dont on nous rabâche les oreilles en permanence, qui est totalement à l'inverse de ce que c'est qu'une marque. Une marque va dire « je te choisis comme client ». Ce qui est l'inverse du marketing. Et donc, si je pousse le raisonnement, exactement. Et si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, j'aurais envie de dire qu'une grande marque n'a pas de concurrent direct, parce que l'idée, c'est d'occuper l'ensemble du marché. Et on voit bien, par exemple, il y a un exemple significatif, c'est une petite entreprise californienne qui s'appelait Apple, qui a effectivement totalement révolutionné notre rapport à la technologie par la conviction que chacun pourrait utiliser un ordinateur, alors qu'à l'époque, il n'y avait que des ordinateurs pour entreprises, c'est-à-dire des grosses machines avec des grosses mémoires. Et aujourd'hui, on voit bien que Apple est pratiquement dans une situation monopolistique. Donc, l'objectif économique d'une marque,
marque, c'est de devenir un monopole sur son marché. Alors permettez-moi d'utiliser Benoît Heilbrun pour Oui. contrer Benoît Heilbrun, Oui. parce que lorsque vous dites qu'une marque articule l'éthique et l'esthétique, Oui. je vous ai bien lu, hein, vous dites bien ça, Bien, oui. l'éthique et Vous l'esthétique. m'avez très bien lu, Est-ce que je vous c'est remercie. très esthétique? Est-ce que c'est très esthétique de parler de fascisation de la marque? Bah, c'est-à-dire que... Là, on sort de l'esthétique. Vous faites comme si, finalement, il n'y avait qu'un point de vue, au fond, éthique qui l'emportait. Alors en fait, vous avez rappelé tout à l'heure que en fait, mon métier, c'est d'être sémioticien. Alors sémioticien, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va analyser les processus de construction du sens. Et là, je voudrais quand même rendre hommage au philosophe Paul Audi, qui a forgé justement ce néologisme de esthétique en un seul mot, pour bien montrer finalement que, alors lui ne travaille pas sur les marques, mais évidemment on peut appliquer ce travail aux marques, que qu'est-ce que c'est qu'une marque? C'est la rencontre d'un socle éthique, c'est-à-dire de conviction, donc d'une mission, avec une façon d'incarner, de matérialiser ces éléments dans ce qu'on appelle une esthétique. Et donc c'est à partir du moment où j'articule une éthique et une esthétique que j'ai une marque. Et évidemment, qu'est-ce qui va faire l'articulation? C'est cette promesse. Hein, c'est ce contrat. Bon. Je dirais que la marque est une âme qui s'intègre, qui s'incarne dans des dispositifs matériels. Oui, dans un corps. Et on donc, reprend la métaphore judéo-chrétienne. D'accord, L'âme et le C'est corps. l'incarnation. Oui, mais à partir du moment où il y a cette incarnation, il y a forcément quelque chose de l'ordre de l'esthétique, de l'ordre de la liberté, Oui. l'esthétique et de la liberté, les Oui. deux à la fois, Oui. qui, d'une façon ou d'une autre, exclut tout processus de fascisation. Oui, mais regardez comment l'économie des marques a avalé une valeur comme la liberté pour en faire une idéologie. C'est absolument fascinant. Il y a plein d'écrits de collègues américains qui ont travaillé justement sur comment, par exemple, les marques ont avalé le carpe diem en le détournant complètement de sa signification originelle, comment ils ont avalé la liberté. Et alors, dites que c'est un biais, que la marque a finalement la pratique d'introduire un biais dans les significations, un biais dans le sens. Oui, mais sauf que ce biais devient dominant. Donc, en fait, c'est quoi une marque? Une marque, c'est une rupture d'une convention culturelle. Donc, en fait, une marque, c'est une contre-culture qui va essayer de devenir une culture dominante. Et quand je deviens une culture dominante, donc j'ai manipulé suffisamment les idéologies pour qu'elles soient acceptées comme évidentes, c'est ce qu'on appelle la culture. Et je reprends l'exemple d'Apple, mais on pourrait prendre d'autres exemples, qui soient Google, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre société est quand même régie par la consommation, et ce monde de la consommation est gouverné par des marques qui, en gros, viennent de la Californie. Toutes les grandes marques qui régissent idéologiquement le monde viennent de la Californie, avec une idéologie qui est extrêmement claire, Danone qui est vient sur de la la liberté. Californie. Mais Danone ne régit pas le monde. Regardez les chiffres d'affaires. Mais si, Danone régit le monde. Non, mais C'est une entreprise considérable. avec un socle idéologique qui est en gros la liberté, l'idée que nous sommes tous des créatifs en puissance, la togetherness, et puis pratiquement le fait d'être ensemble, c'est-à-dire la valorisation de le fait d'être ensemble. Il n'y a rien de plus étranger à l'idéologie dominante d'aujourd'hui que le fait d'être seul. Hein. La solitude est un bien qui malheureusement devient un îlot de résistance. Et donc, toutes ces marques ont réussi en 30 ans à construire un socle idéologique qui est dominant et finalement qui infuse l'ensemble des pratiques sociales. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça. Pas toutes les marques, on vient de le voir, Pas toutes les justement, marques. bien entendu. Mais il y a aussi aujourd'hui un virage quand même paradigmatique qui est que pendant très longtemps, par exemple, les messages publicitaires, c'était vivre plus, plus vite, plus fort, vous le dites d'ailleurs. Oui, et ça, ça entraîne, comme vous le dites, l'évidement de soi. C'est-à-dire qu'on devient un membre, constitutif de ce trop-plein de vide, j'oserais dire, que constituent nos sociétés. Et aujourd'hui, on revient quand même à cette espèce de hantise, de lubris, ou avec une croissance maîtrisée, ou une croissance, en tout cas une abondance frugale. Vous connaissez les convivialistes, moi aussi. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre cette hubris. Et pour revenir, et les marques sont dans ce mouvement de fond, pour revenir à ce que les Grecs appelaient l'harmonie, l'équilibre, et qui s'intitulait chez eux, dans le temple d'Apollon à Delphes, qui était rien de trop. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un changement assez radical de paradigme? Il y a un changement de paradigme, évidemment, parce que toute dialectique amène un mouvement de balancier, un mouvement de cycle. Hein. Ouais. Je crois beaucoup aussi à l'histoire de la mode et au fait qu'il y ait des cycles dans les idéologies, pas simplement dans les vêtements ou dans les prénoms. Et je pense qu'effectivement, là, vous faites référence à une autre valeur qui est dominante aujourd'hui, alors qui ne vient pas
enfin qui vient si en partie de la Californie, mais qu'on pourrait articuler à une entreprise comme Danone ou Dona, qui est le bien-être, et qui est le fait que finalement, qui correspond à cette inflation du marché du développement personnel, qui même intéresse François Julien. Donc c'est dire à quel point il y a un marché. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit manifeste contre l'idéologie du bien-être. Attention, pas contre le bien-être, mais pour dire attention, comme l'a montré Tocqueville à propos du confort dans la culture américaine, à partir du moment où on glorifie le bien-être, c'est que finalement, on est dans une culture de la mollesse et de l'absence de résistance. Et ça, je pense qu'il y a un danger. C'est ce que disait Christopher Lasch, par exemple. Exactement. Ce que dit aussi François Julien, justement, dans son dernier livre, La vraie vie. Oui, mais donc ça veut dire qu'il faut faire attention en tant que citoyen à ce que les marques ne nous anesthésient pas et à garder finalement une poche de résistance. Et c'est pour ça que je rends hommage à tout le travail que vous faites dans cette formidable émission, en vous remerciant encore de m'avoir invité. J'en suis très honoré parce que c'est un des îlots de résistance absolument fondamental dans la société du spectacle. Benoît Heilbrun, je suis plus convaincu dans ce que vous dites par cette idée des deux corps de la marque. Et je voudrais qu'on finisse par ça, si vous le voulez bien. Les deux corps de la marque, c'est-à-dire cette idée que, au fond, les philosophes avaient élaboré à propos du roi, les deux corps du roi. Et vous dites qu'il y a, au fond, Kantorowicz, qui avait parlé des deux corps du roi. Le livre vient de sortir en poche, d'ailleurs, cette semaine. Et vous parlez des deux corps de la marque. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit à la fois d'un signe qu'on offre au regard, la marque, et en même temps d'une fiction. Une fiction de l'œuvre, d'une fiction nominale. Est-ce que vous pourriez me développer cet aspect de fiction? Alors, d'abord, ce que j'essaie de montrer, c'est que les marques patronymiques, c'est-à-dire qui reprennent le nom du fondateur, se posent le même type de questions qui se posaient pour la royauté ou la papauté, c'est-à-dire comment assurer la perpétuité de la royauté alors que le souverain va décéder. Et donc c'est la fameuse invention du Moyen-Âge, comme l'a montré Kantorowicz, qui est de dire finalement le roi a deux corps, un corps immortel et un corps mortel. De même pour la papauté. Et donc je dis, Chanel, Saint-Laurent, Dior et bientôt Armani ont exactement le même problème, c'est-à-dire qu'il faut créer une fiction qu'il y a encore une présence effective du créateur dans des produits qui sont faits généralement de façon industrielle. Et donc, on en revient au démarrage à la question de la signature. Donc, il va falloir créer une fiction, donc une narration, par laquelle j'ai l'impression que cette paire de chaussures a été pensée par Gabriel Chanel. Du récit, bien entendu. Voilà. Et donc, merci. On va s'arrêter là. Merci Benoît Heilbrun. Alors, je rappelle que votre livre, Le marketing pour les nuls, est facile à lire, comme il se définit. On n'y parle pas de Kantorowicz. Voilà. Mais en revanche, La performance, une nouvelle idéologie aux éditions de la Découverte. Dans lequel a écrit François Julien, d'ailleurs. Oui. Et puis, L'obsession du bien-être, donc, chez Lafon. Alors, au moment où vous allez fermer cette émission, je voudrais que vous réfléchissiez, la prochaine fois que vous allez acheter des produits, à ce qui est investi dans chacun de ces produits, dans la marque, et en même temps, derrière la marque, quel est le projet de bénévolence qu'il peut y avoir dans chacune des marques dont vous achetez éventuellement le produit.